Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le directeur de la MGEN, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des SP, Mesdames et Messieurs les professeurs et les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers doctorants. Je suis évidemment très heureux de me retrouver une nouvelle fois devant vous, et c'est un rendez-vous qui me plaît. Je trouve évidemment très important qu'il y ait ce printemps de la recherche en éducation et que les ESP, futurs INSPE, soient à la pointe de tels enjeux. Cet événement en est déjà à sa 5e édition, on ne peut que vous en féliciter. Et donc c'est un moment de rassemblement, un moment aussi de constat sur le chemin parcouru et sur les progrès qu'il reste à faire. Lorsque je vois les posters que je viens de voir à l'entrée, même si ça a duré quelques instants, ça indique bien l'importance de cette recherche, souvent issue des doctorants, et en tout cas dans le cadre des laboratoires auxquels s'articulent des SP. Et on voit bien l'importance considérable que peuvent avoir ces recherches pour la formation, mais pour le système éducatif lui-même. Et depuis longtemps, nous disons les uns et les autres que nous devons prendre au sérieux cet enjeu de la recherche dans la formation des professeurs, en ayant une vision internationale de ce sujet. Parce que s'il y a bien un point que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est cette dimension internationale. Trop souvent encore, les débats éducatifs français sont centrés sur les sujets purement français. Or, nous gagnons énormément à avoir d'abord une exigence de nature internationale sur notre propre recherche, avec les critères qui sont ceux de la recherche internationale en la matière, mais aussi une meilleure connaissance de ce que des systèmes étrangers pour s'en inspirer et à notre tour inspirer les autres, ce qui est tout à fait possible. L'année dernière, j'étais intervenu devant vous le 28 mars 2018, si mes archives sont justes, et la qualité de la formation était le point sur lequel j'avais le plus insisté en disant quelque chose qui est bien connu, qui est que c'est le premier facteur de réussite d'un système éducatif. Et donc, si vous me permettez cette flatterie, vous êtes le premier facteur de réussite d'un système éducatif. C'est à la fois peut-être une flatterie et en même temps une exigence. Et c'est un point qui fait qu'on ne peut pas, un ministre de l'Éducation nationale ne peut pas se désintéresser de ce que sont les SP et de ce qui les fait vivre. La deuxième chose sur laquelle j'avais insisté, c'était que cette qualité, cette importance repose sur l'expérimentation, sur la comparaison internationale et sur l'évaluation. Et la troisième chose sur laquelle j'avais insisté, c'était de dire tout simplement que les SP sont un élément matriciel dans ce paysage. Les systèmes éducatifs qui ont le plus progressé dans le monde sont ceux qui ont été capables de mettre en œuvre des protocoles fondés sur la recherche. On peut penser évidemment à plusieurs pays d'Europe du Nord qui sont souvent cités, mais je voudrais citer aussi la Floride, qui est un bon exemple, puisque le bilan du système éducatif américain est souvent mitigé, mais quand on commence à regarder dans le détail certains des États des États-Unis, il y a des choses très intéressantes. La Floride est un des cas bien connus. Au Canada, on peut dire la même chose, si par exemple on s'arrête sur l'exemple du Québec. Mais ce qui est certain, et je l'avais dit et je voudrais le redire, c'est que la France a parfaitement en elle-même les moyens de devenir un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. C'est une conviction profonde que j'ai, c'est une conviction que je partage avec plusieurs responsables de notre pays. Nous pouvons faire de la France un modèle éducatif. Ce modèle éducatif, si on veut en résumer les grands traits, c'est une capacité à faire la synthèse entre ce qui réussit pédagogiquement. Lorsqu'on voit un pays comme Singapour réussir, notamment par la formation des maîtres, et notamment en ayant su articuler ce qui relève de sa tradition confucéenne, portée sur l'effort, le travail, l'importance de la concentration, et toute une série d'éléments qui étaient déjà là et qu'on voit comme ingrédient des succès des systèmes asiatiques. Combinant cela avec ce que la comparaison internationale lui a apporté, des éléments ayant beaucoup plus trait à l'épanouissement, la personnalisation des parcours des élèves, le bonheur d'être à l'école tout simplement, eh bien, en articulant ces deux éléments plutôt qu'en les opposant, Singapour, pour ne prendre que cet exemple, mais qui est un exemple parlant puisqu'ils sont désormais souvent premiers dans différents classements, eh bien, Singapour a réussi ce cocktail que nous pouvons parfaitement réussir en mieux. Nous pouvons réussir en mieux. La France est le pays de Descartes, elle est aussi le pays de Picasso, et elle a à la fois une force rationnelle extraordinaire, et la rationalité est un mot qu'il faut savoir mettre au pinacle, mais elle a aussi une force culturelle exceptionnelle, une force créative exceptionnelle.
Et cette dimension de logique et cette dimension de culture, c'est ce que nous devons transmettre aux élèves, et c'est aussi ce que la recherche permet de donner à la formation, laquelle donne ensuite au système scolaire sa force. Cette conviction, nous devons l'avoir parce que nous devons avoir aussi une fierté de nous-mêmes. Nous avons trop de discours d'autodénigrement, trop de discours pessimistes sur le futur. Or, cette fierté, elle fait partie, évidemment, de ce qui emporte ensuite un cercle vertueux de la confiance et donc un cercle vertueux de la réussite. Cette capacité à être fier et confiant quant à nous-mêmes est absolument essentielle. Et parfois, la conflictualité de notre débat public n'aboutit pas à ce résultat, il faut bien le dire. Et je viens de vivre une semaine parfaitement significative de ce point de vue-là, où non seulement la conflictualité s'affirme, fait partie de nos charmes, mais elle s'articule parfois au mensonge, ce qui fait moins partie de nos charmes. Parce que, tout simplement, nous sommes entrés, je l'ai dit hier devant l'Assemblée nationale, dans l'ère des bobards. Nous sommes rentrés dans un moment où n'importe qui peut dire n'importe quoi avec une chambre d'amplification absolument extraordinaire. C'est ainsi qu'on a dit la semaine dernière, parmi différentes choses, que l'école maternelle allait être supprimée en France. Au moment même, vous l'avez peut-être vu, j'ai vu des élus politiques dans des départements en France colporter, en sachant que c'est un mensonge, colporter ce mensonge. Vous avez eu, il y a ces derniers jours, des parents qui ont retiré leurs enfants de l'école pour faire des opérations école morte, pour protester contre la future suppression des écoles maternelles. Autrement dit, la semaine dernière, des enfants ne sont pas allés à l'école et donc ont perdu des jours de classe pour protester contre une mesure qui n'existe pas. C'est ça l'ère des bobards. C'est-à-dire que des choses totalement fausses, immatérielles, sans fondement, de rien, du vent, produit des effets concrets. Et ces effets concrets, c'est de la déscolarisation. Il faut avoir conscience de cela. Il faut avoir conscience que notre devoir, que ce soit le mien, que ce soit le vôtre, dans cette ère des bobards, c'est d'apporter la logique et la culture, c'est d'apporter la rationalité, c'est d'apporter non pas le consensus mou sur toute chose, ça n'est pas ni souhaitable ni faisable, mais la capacité de dialoguer dans la fidélité à la philosophie des Lumières. Moi, je veux bien tous les débats que l'on voudra sur, par exemple, les mesures et nous en avons sur, par exemple, la transformation des SP, c'est une très bonne chose. Mais que ce soit des débats sur des choses réelles, et ça, c'est sain, c'est démocratique. Ce qui n'est pas sain du tout, c'est quand on passe notre temps et notre énergie à simplement combattre des fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, ça a toujours existé. Ce qui est en train de changer, c'est leur chambre d'écho, et je dirais ce qu'on pourrait appeler l'esprit public. Cet esprit public qui connaît certains affaissements et qui ne permet plus ce discernement face aux mensonges et face à la transformation de la réalité. Vous voyez bien que je relie différents points en disant ça. Je relie des éléments d'actualité à notre devoir vis-à-vis des élèves. La semaine dernière, c'était la semaine de l'éducation aux médias. Nous avons répété inlassablement que nous devions éduquer nos élèves au discernement. Et si nous voulons éduquer nos élèves au discernement, nous devons avoir des actions directes, mais nous devons avoir aussi une inspiration indirecte qui nous vient de la formation des professeurs, elle-même alimentée à la recherche, c'est-à-dire à un goût pour la vérité, non pas une vérité absolue qu'on découvrirait un jour, mais une recherche permanente de la vérité, qui est ce qui doit forcément animer l'école de la République, fille des Lumières. C'est un point absolument essentiel, c'est un défi de notre époque. Nos sujets ne sont pas des sujets techniques. Ils deviennent des sujets techniques, bien sûr, à un certain moment, mais ce sont d'abord des sujets de sens. À quoi servons-nous ? Quelle est notre mission ? Cette mission, elle est magnifique, elle est claire, c'est d'assurer la transmission des connaissances et des valeurs à nos élèves, et nous devons le faire à une époque où on doit lutter contre l'irrationalité, toutes sortes d'obscurantismes qui sont très graves et qui, d'un point de vue même géopolitique, menacent notre époque. Je voudrais mettre les choses à cette hauteur de réflexion, parce que trop souvent, je vois les débats s'enfermer sur justement ces petites querelles franco-françaises qui ne nous mènent pas à grand-chose. Et la recherche en éducation doit illustrer la hauteur de vue, l'importance de la science, l'importance de l'humilité vis-à-vis de la vérité, mais aussi de la fermeté face aux mensonges. Ces éléments-là sont présents explicitement et implicitement dans ce que nous avons à faire et dans l'enjeu de la relation de la recherche à la formation. Et donc nous pouvons, grâce à cela, dépasser des clivages pédagogiques qui existent aussi bien que dans le champ politique, et ces clivages pédagogiques nous ont souvent fait beaucoup de tort. Cela doit nous permettre au système éducatif d'être plus efficace au service des élèves,
Mais c'est pour ça que nous devons donc développer la recherche, mais aussi nous organiser institutionnellement pour faire un meilleur pont entre la recherche fondamentale et la pédagogie. C'est ce que nous voulons faire par la formation initiale et continue des professeurs, et ce sont ces deux éléments-là, la formation initiale et la formation continue, qui doivent progresser au cours des prochains temps. Nous avons la nécessité de dépasser nos faiblesses, c'est une évidence, je ne reviens pas sur notamment nos différents classements, et nous devons désormais faire levier sur nos forces. Nous avons pu en faire quelques expériences ces derniers temps. L'apport du Conseil scientifique de l'éducation nationale aux enjeux à la fois de la vie pédagogique et de la formation des professeurs a déjà été très intéressant au cours de l'année qui vient de passer. Et puis nous sommes en train, vous le savez bien, de rénover la formation des maîtres. Et je voudrais évidemment y revenir. D'abord sur l'apport du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ce Conseil scientifique doit nous permettre de donner plus de références et plus de ressources aux professeurs. Et donc d'installer au cœur de l'école une approche plus rigoureuse des méthodes d'apprentissage, notamment en français et en mathématiques. Vous le savez, l'an dernier, j'ai rédigé, c'est un jeu qui est un nous. Nous avons rédigé, c'est mieux de dire nous avons rédigé 4 circulaires apportant aux enseignants un cadre général sur l'enseignement des savoirs fondamentaux. Elles ont fait l'objet de débats, ce qui est bien normal, mais il n'empêche que ces circulaires, qui sont faites pour être discutées, pour s'améliorer dans de prochaines recommandations, mais ces circulaires étaient alimentés aux sources de la recherche. 2 recommandations portaient sur l'enseignement de la lecture et sur l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire. Elles font apparaître notamment que les activités d'écriture doivent être menées conjointement aux activités de lecture et que la lecture fluide qui doit être acquise dès le CP est la condition indispensable à la bonne compréhension d'un texte. C'est un point majeur. Je vois d'ailleurs qu'il est un peu concerné par les recherches que j'ai aperçues tout à l'heure. Mais voilà un exemple typique sur lequel je voudrais m'arrêter, même si je vais dire des choses que sans doute vous connaissez bien. Mais dans le débat public pédagogique, on a très fréquemment, et malheureusement ça continue encore un peu, opposé fluidité de lecture et compréhension d'un texte. Et donc il y aurait d'un côté une approche, disons, mécanique, et puis de l'autre une approche intelligente. Sauf que, ce qui est parfaitement démontré par la recherche, nationale et internationale, c'est que la fluidité, autrement dit la dimension mécanique, et je voudrais ne plus utiliser ce mot maintenant, parce qu'il a une connotation péjorative, la dimension de fluidité, c'est elle qui permet justement la compréhension, parce qu'elle libère de l'espace de mémoire et qu'elle permet à l'enfant, tout simplement, de relier ce qu'il a décodé à ce qu'il a comme lexique dans la tête. Lequel lexique, nous avons intérêt à ce qu'il ait été fortement développé à l'école maternelle. Et donc, opposer les enjeux de fluidité de lecture aux enjeux de compréhension est une absurdité totale. Et pourtant, il m'arrive encore très souvent d'entendre ou de voir des gens dire « Ah mais non, mais la fluidité, c'est pas ça qui compte, je vais m'occuper que de la compréhension. » Sauf que si vous ne décodez pas, vous ne comprenez qu'un champ assez restreint de choses. Et donc, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une opinion. C'est quelque chose qui est alimenté à des recherches extrêmement précises, et non seulement à des recherches, mais maintenant à des résultats, parce que ceux qui font ce que je viens de dire ont des résultats que n'ont pas ceux qui ne le font pas. Voilà quelque chose qui, normalement, doit nous faire progresser dans le débat et faire en sorte qu'en 2019, on n'ait pas des débats qui se ressemblent fichtrement à ce qu'on disait en 2009 ou en 1999, ou même en 1969, voire en 1929. Il y a un moment où la notion de progrès fonctionne aussi pour les sciences de l'éducation et où on ne doit pas tourner en rond sur certaines choses et avancer d'un cran sur cette question. Ce n'est qu'un exemple. 2 recommandations portaient aussi sur le calcul et la résolution de problèmes, là aussi alimentées à des recommandations du Conseil scientifique, parce qu'il est indispensable de donner le sens des opérations dès la classe de cours préparatoire, et de nouveau, les automatismes ne s'opposent pas à la compréhension, c'est tout l'inverse, et de travailler donc les automatismes de calcul des élèves pour faciliter la résolution des problèmes. Ces 4 recommandations se sont inscrites dans une stratégie globale de maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves de l'école primaire. Cela s'est traduit aussi dans la publication d'un ouvrage intitulé « Pour enseigner la lecture et l'écriture », qui rassemble les connaissances les plus actuelles et qui, lui aussi, a vocation à se renouveler en permanence à la lumière des recherches nouvelles. Mais nous n'avons pas eu que des références et des ressources nouvelles pour les professeurs, nous avons eu aussi des outils pédagogiques nouveaux.
et notamment les évaluations de CP et de CE1. Elles ont été instituées, vous le savez, en début de CP, en milieu de CP, en début de CE1 et en début de 6e. L'expertise du Conseil supérieur scientifique de l'éducation nationale a été fondamentale parce que cela a permis d'insister sur l'évaluation des compétences prédictives d'un bon apprentissage de la lecture. Et c'est le cas, par exemple, de la conscience phonémique. En troisième lieu, nous avons, ce faisant, voulu développer une culture de l'évaluation. Je suis très souvent amené à le dire. Vous le savez, nous avons à changer notre regard sur l'évaluation. Que l'on parle de l'évaluation de notre système, que l'on parle de l'évaluation de nos établissements, ou que l'on parle de l'évaluation de nos élèves, la France a un progrès important à faire pour changer sa vision de l'évaluation. Dès que l'on dit évaluation, des idées grises apparaissent. On pense à coercition, on pense à sanction, on pense à erreur grave, on pense à quelque chose qui inquiète. L'évaluation est faite pour aider. L'évaluation doit être décomplexée. L'erreur doit être décomplexée dans notre système. C'est pour ça que, parfois, dans certaines de mes interventions, je reconnais mes erreurs, pour donner l'exemple, pour dire que, et pour que ça aille jusqu'à l'enfant d'école primaire, ce n'est pas grave de faire des erreurs, a fortiori quand on est un élève. Parce que faire des erreurs, eh bien, c'est la vie, tout simplement. Et l'école doit apprendre que l'erreur est humaine et que non seulement elle est humaine, mais elle est même riche et utile. Et donc, ce qui vaut à l'échelle d'un individu vaut aussi à l'échelle des collectivités. Vive l'erreur, si vous me permettez l'expression, dès lors qu'on ne persévère pas dans l'erreur. Et l'adage latin est de ce point de vue-là parfaitement clair. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Tout est dit. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, ce qui est grave, c'est de les répéter. Et on les répète si on ne sait pas évaluer pour savoir si on a fait une erreur. C'est cela un des fondamentaux de la pédagogie. Pas le seul, bien entendu. Et donc notre culture de l'évaluation doit arriver décomplexée, positive, constructive, utile au service de nos élèves. C'est un levier de progrès essentiel. Et ce sera évidemment une exigence d'efficacité de nos politiques publiques. C'est ce que nous avons à faire pour l'ensemble de nos politiques. Nous avons conçu notre dispositif d'évaluation avec l'ADEPE aussi, bien entendu. Des chercheurs ont été associés à cela, Marc Gurgan, Julien Grenet, Pascal Bressou, Peter Blatchford, pour ne citer qu'eux. Et l'évaluation que nous avons faite va s'étendre sur 3 ans, puisque nous avons des objectifs d'évaluation de plusieurs politiques publiques. L'exemple typique, c'est l'évaluation de la politique de division par 2 des classes de CP et de CE1 en REP et en REP+. Nous avons eu les premières évaluations en janvier dernier. À moyen terme, nous aurons aussi des évaluations pour les années 2018-2019 et 2019-2020. Comme vous le savez, les premières évaluations de cette politique publique nous montrent des progrès très significatifs en moyenne. Quand on regarde plus dans le détail, on voit que de progrès exceptionnels ont été faits là où il y a eu des évolutions pédagogiques et des progrès relativement limités ont eu lieu là où on a simplement divisé par 2 sans faire l'accompagnement pédagogique nécessaire. Donc nous voyons bien que nous avons fait un premier pas extrêmement intéressant, que ce premier pas, quand on rentre dans le détail, nous permet même de voir des choses encore plus intéressantes, c'est-à-dire de voir ce qui nous permettrait dans le futur d'aller plus loin. Lorsque les professeurs sont interrogés sur les bénéfices induits par la réduction de la taille des classes, 96,5% des professeurs concernés rapportent une meilleure compréhension des modes de raisonnement des élèves. Et 98,5% une meilleure identification des besoins des élèves. Et 82% une meilleure dynamique de la classe. Les professeurs des CP dédoublés en REP+, décrivent des classes mieux disposées aux apprentissages scolaires. Les élèves y sont plus attentifs, plus concentrés, plus efficaces dans leur travail. Voilà typiquement une évaluation qui nous permet de faire évoluer une politique publique pour qu'elle soit la plus efficace au service de nos élèves. Nous pensons donc que nous sommes sur un bon chemin, pour ne prendre que l'exemple de cette politique publique-là, mais que l'évaluation doit nous permettre de l'améliorer encore. Nous devons avoir cette démarche-là sur l'ensemble de nos sujets, cette démarche d'évaluation, et ceci doit nous conduire à une chose essentielle, c'est-à-dire la transformation de notre système de formation initiale et continue des professeurs, sujet qui vous intéresse éminemment puisque vous en êtes les principaux acteurs. Je voudrais d'abord tous vous remercier, à commencer par les directeurs et directrices d'ESP que nous avons vus dans tout le processus en amont de la loi et que nous continuerons évidemment, avec lesquels nous serons dans ce dialogue très utile tout au long des prochains temps pour
réussir cette mutation qui, en commençant par un changement de nom, nous indique quelque chose. Le fait de les appeler INSPE après les avoir appelés SP, je sais que ça posait problème de renouvellement du papier à lettres, ou de la signalétique, mais au-delà de ça, si vous me permettez cette demi-plaisanterie, mais justement, c'est une demi-plaisanterie parce que c'est un demi-changement. Et ce demi-changement dit quelque chose sur le plan symbolique. On a gardé le suffixe, on a changé le préfixe. Comme un couteau dont on a changé le manche mais pas la lame. Autrement dit, c'est la reconnaissance qu'il y a des bonnes choses à garder et qu'il y a des choses moins bonnes qui, elles, doivent être transformées. Et c'est cela qui est derrière la transformation. Et bien entendu, chaque lettre, et donc chaque mot compte. Et ce qui a changé, c'est le E transformé en I et le N qui s'ajoute. Le E transformé en I nous dit que institut, c'est important parce que ça nous indique l'appartenance universitaire et l'excellence académique. Et puis le N, il est encore plus important, parce qu'il dit national. Et qui dit national dit garantie d'une qualité égale sur l'ensemble du territoire. Parce que sur certaines choses, nous ne pouvons pas nous permettre, si vous me permettez l'expression, qu'il y ait des trous dans la raquette. Et j'ai souvent donné l'exemple, que je ne prends pas au hasard parce qu'à mes yeux, il est le plus important, l'exemple de l'apprentissage de la lecture à nos futurs professeurs des écoles. Il n'est pas normal que la situation actuelle mène à ce qu'il y ait un petit nombre d'heures dans un certain nombre d'aspects, un grand nombre dans d'autres, que la qualité de ce qui s'y passe en la matière ne soit pas pleinement garantie et qu'on arrive avec des professeurs, des jeunes professeurs qui arrivent démunis face à ces enjeux lors de leurs premières années d'exercice. Nous devons, sur ces sujets-là, garantir une qualité commune, tout en gardant ce qu'il y a de vertueux, évidemment, dans la spécificité de chacun, et notamment dans son appartenance à une université avec ses caractéristiques. Cela passe par une nouvelle vision aussi sur la nomination des directeurs d'INSPE et la commission, avec une commission d'audition composée du président d'université et du recteur, ce qui indique bien aussi ce partenariat renforcé entre l'éducation nationale et l'université. Les INSPE doivent offrir le meilleur de la recherche et le meilleur de la pédagogie. C'est pourquoi on ne peut que se féliciter du travail commun qui a été réalisé sur l'arrêté cadre du master MEF et de son annexe, le référentiel de formation. Les dispositions de ce document seront applicables en septembre 2020 et 30% du temps de formation sera assuré par des professeurs qui auront en charge une classe. C'est donc là aussi une évolution notable et un investissement de l'éducation nationale. Nous voulons qu'il y ait au moins un tiers des professeurs en INSPE, des intervenants en INSPE, qui soient des professeurs devant élèves, ayant une décharge pour intervenir devant les élèves. C'est cette alliance entre le meilleur de la recherche, incarné par l'université, le meilleur de la pratique, incarné par des professeurs chevronnés, que nous voulons au quotidien pour nos futurs professeurs. Cette alliance très forte entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur vous dit bien l'investissement que je souhaite de la maison dont j'ai la charge. L'éducation nationale, en tant qu'employeur de ses futurs professeurs, ne saurait se désintéresser de ce qui se joue dans ce qui est le principal facteur de ses réussites. Et donc, c'est un investissement dans tous les sens du terme, un investissement en moyens, puisqu'il y aura plus de décharges pour les professeurs qui interviendront, mais encore plus un investissement qualitatif, une attention, une énergie pour cela. Nous voulons aussi renforcer la formation continue des professeurs. C'est pourquoi nous avons lancé un diplôme interuniversitaire afin de former les professeurs au nouvel enseignement numérique et sciences informatiques, avec 18 mois de formation. Je suis assez heureux de ce que nous avons pu constater en la matière, c'est-à-dire la mobilisation des universités, la haute qualité de ce qu'ont proposé les universités pour relever un défi magnifique, c'est-à-dire former en un temps assez rythmé les professeurs dont nous avons besoin pour une innovation majeure qu'est ce nouvel enseignement de spécialité en sciences informatiques. Cela est réalisé par 20 universités, de façon à ce que ça maille le territoire. Et là où nous attendions 1400 candidats, nous en avons eu 2000. Ce qui, là aussi, montre un engouement, une dynamique, et c'est très important. Et donc, le projet que nous portons est un projet qui est en cours de définition. Ce qu'a dit la loi est un aspect des choses. Mais il y a encore beaucoup de dialogue, beaucoup de travail, que ce soit par le dialogue social que nous avons avec les organisations syndicales, que ce soit par le dialogue avec les directeurs d'INSPE et au travers de ces directeurs, vous toutes, la communauté concernée. Eh bien, nous devons avoir une synergie renforcée, synergie entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, synergie entre
la pédagogie et la recherche, synergie entre les INSPE et la recherche, parce que la recherche n'est pas que dans l'INSPE en tant qu'institution, elle est aussi dans toute l'université, dans tous les laboratoires, quelles que soient les disciplines. Et la nouvelle organisation doit permettre aux INSPE d'aller chercher cette recherche et parfois de la susciter encore plus. C'est pourquoi les appels à projets, les dynamiques transversales sur l'ensemble du territoire français et même à l'échelle de l'Europe seront encouragés, que ce soit au travers du programme d'investissement d'avenir, que ce soit au travers des programmes européens, que ce soit au travers des dynamiques que nous impulserons depuis le ministère pour stimuler la recherche en lien avec ce qui se passe au quotidien dans les INSPE. Je prendrai un seul exemple. Nous ferons des appels à projets dans peu de temps, dans quelques semaines, autour des enjeux de l'apprentissage des langues, parce que la recherche peut nous aider considérablement sur ces enjeux, que ce soit d'un point de vue strictement scientifique ou même sur l'usage des technologies en la matière. Nous avons donc, nous l'espérons, la possibilité, à notre époque, d'un changement de paradigme sur le lien recherche, formation, éducation, apprentissage. Ce lien doit être organique, il doit être naturel. Nous ne partons pas de zéro, puisque beaucoup a été fait tout au long des dernières années, mais nous avons besoin à la fois d'une conscience nouvelle, plus partagée sur ces enjeux, et d'une organisation nouvelle qui permette d'être plus efficace et de donner cette confiance dans le système, confiance de l'ensemble des acteurs de la société française dans notre système de formation des professeurs, confiance de ce système de formation en lui-même, pour arriver à cette école de la confiance, dont l'objectif final, vous le savez, est de donner à nos élèves confiance en eux-mêmes et confiance dans leur avenir. Je vous remercie.